Les cycles de la Terre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Antoine Lavoisier. Tout dans la nature a son propre cycle d'évolution, que ce soit à l'échelle humaine, animale, végétale ou terrestre. Tout se métamorphose en permanence, mais à des échelles de temps et d'espace très variées. Nous vivons dans un monde où tout est interrelié et connecté. On appelle cela l'effet papillon. C'est-à-dire qu'une infime modification des conditions initiales peut engendrer des effets très importants. Or, récemment, en janvier 2023, Zai Dongsong et Yi Yang, chercheurs pour le compte de l'université de Pékin, ont publié dans la revue Géosciences une étude suggérant que le noyau interne de la Terre serait en train de se modifier. Cette transformation n'est pas anodine, car elle impacte l'ensemble des êtres vivants, comme nous allons le voir. Mais avant d'aborder ses conséquences à l'échelle humaine et terrestre, revenons à l'origine de ce phénomène mystérieux et à ses effets. La mutation du noyau interne de la Terre affecte tout d'abord la vitesse de rotation de notre planète. Au cours des dernières décennies, nous pouvons voir une plus grande fluctuation de celle-ci. Par exemple, le 29 juin 2022, la Terre a enregistré sa journée la plus courte depuis que les scientifiques utilisent l'horloge atomique. Alors que plus récemment, ce début d'année 2023, nous constatons de nouveau un ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre. Ces variations sont causées par de nombreux facteurs, tels que les tremblements de terre, le magma en fusion, les effets de friction associés aux marées provoquées par la Lune, mais aussi la fonte des calottes glaciaires qui réduisent la pression à la surface, le mouvement de notre atmosphère avec les vents, ou encore la force des courants océaniques. Cette modification interne entraîne également des changements au niveau du champ magnétique terrestre. Depuis quelques décennies, les scientifiques constatent que la densité de notre magnétosphère, qui entoure notre planète et la protège, décroît de plus en plus. Cette variation, estimée à 10%, est plus importante lors de ces 300 dernières années qu'au cours des derniers 5000 ans. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont intéressés notamment aux poteries créées il y a des milliers d'années par des civilisations aujourd'hui disparues. En effet, l'argile contient de la magnétite, un minéral très légèrement aimanté dû aux atomes de fer qui le composent, ce qui fait de l'argile un enregistreur du champ magnétique terrestre ambiant lors de sa transformation. Les roches volcaniques sont aussi de véritables capsules temporelles, car quand le magma remonte à la surface au niveau des dorsales océaniques, il refroidit en dessous de la température de Curie et devient alors de ce fait magnétique. Les atomes de fer vont alors se figer dans la direction du champ magnétique du moment. Les analyses effectuées à Hawaï, dans l'un des volcans les plus actifs au monde, démontrent d'une part que le champ magnétique terrestre s'est inversé à de multiples reprises dans le passé, et d'autre part que le bouclier de notre planète s'affaiblit en prévision d'un nouveau basculement des pôles magnétiques à venir. Ce processus est aléatoire. La dernière inversion date d'environ 780 000 ans. À cette époque, le champ magnétique de notre sphère était orienté vers le sud, contrairement au nord aujourd'hui. Le pôle nord magnétique, à ne pas confondre avec le pôle nord géographique donné par l'axe de rotation de la Terre, est actuellement au Canada. Il se déplace depuis les années 70 d'une quarantaine de kilomètres par an, contre 10 auparavant, pour se rapprocher de la Sibérie. Le pôle sud magnétique, quant à lui, n'a quasiment pas bougé. Ces deux polarités sont donc asymétriques. Mais comment se forme le champ magnétique d'une planète ? Le magnétisme, comme l'électricité, circule. Il est généré dans le noyau terrestre et s'échappe près du pôle sud magnétique. Il tourne autour de la planète et retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique. C'est ce qui crée une forme de tore. Ce champ magnétique nous protège des radiations cosmiques et des intempéries spatiales. Selon les scientifiques, la Terre possède un noyau interne de fer solide enroulé autour du noyau externe fluide composé majoritairement de fer liquide en fusion. Le noyau interne solide est l'une des zones les plus dynamiques à l'intérieur de notre planète. Comme il flotte dans le noyau externe, il peut tourner indépendamment. Par cette rotation, il crée de grands courants de convection, c'est-à-dire un transfert de chaleur avec des mouvements de matière donnant naissance à l'effet dynamo. C'est ce qui génère un champ magnétique. Pour appuyer cette démonstration, les chercheurs chinois de l'université de Pékin ont analysé les ondes sismiques causées par les tremblements de terre depuis les années 60 et ont observé que la durée de passage de ces ondes évolue, ce qui signifie que le noyau interne de la Terre n'est pas fixe mais est bien en mouvement. Or, l'expérience française VKS2 en 2007,
en collaboration avec le Commissariat à l'énergie atomique, l'École normale supérieure de Lyon et de Paris et le Centre national de recherche scientifique, démontrent que le changement de vitesse de rotation d'un noyau modifie le champ magnétique, qui prend alors une forme aléatoire. Autrement dit, quand le champ principal commence à disparaître, des anomalies apparaissent comme celle de l'Atlantique Sud, qui s'étend jusqu'au sud-ouest de l'Afrique et couvre actuellement une zone d'environ 8 millions de mètres carrés. Dans cette région qui s'élargit, le champ magnétique restant a diminué de 30%. Ainsi, au fur et à mesure du temps, le faible champ magnétique restant peut adopter une structure bien plus complexe, c'est-à-dire qu'il peut passer de 2 pôles magnétiques à 4 ou bien 8 petits pôles qui se déplacent lentement sur la Terre. Si les modifications internes du noyau de notre planète affaiblissent notre magnétosphère, il en est de même des tempêtes solaires. En effet, notre Soleil dispose lui aussi d'un champ magnétique qui s'inverse tous les 11 ans, ce qui entraîne un regain d'activité au cours de cette période. Le dernier pic remonte à 2014, avec un rebond significatif en 2012. Par conséquent, en 2023 et dans les années à venir, les tempêtes solaires seront de plus en plus fréquentes et intenses. Qu'est-ce qu'une éruption solaire ? Selon les chercheurs, les éruptions sont provoquées par une accumulation d'énergie magnétique dans des zones de champ magnétique intenses, soit au niveau des taches solaires observées sur la surface visible du Soleil, soit au niveau des filaments et protubérances solaires. Une éruption solaire émet d'abord un flash lumineux qui met 8 minutes pour toucher la Terre, alors que les particules du vent solaire atteignent notre sphère en 45 minutes environ. Enfin, l'éjection de masse coronale au niveau de la couronne solaire va atteindre notre planète entre 1 et 4 jours si nous sommes sur cette trajectoire. C'est elle qui va faire le plus de dégâts. Mais notre Terre, équipée de son bouclier magnétique, va dévier une grosse partie de ces particules. Cependant, notre magnétosphère est de moins en moins épaisse et elle présente quelques fuites par endroits comme nous l'avons vu précédemment. De plus, on retrouve au niveau des pôles de grandes ouvertures qui permettent aux particules solaires de pénétrer plus facilement la haute atmosphère. Sous ce bombardement, l'air raréfié s'illumine, provoquant pour certains des aurores polaires, boréales au nord et australes au sud. Toutefois, pour d'autres, elle serait la preuve de l'existence d'une Terre creuse dotée d'un soleil intérieur. Edmond Halley, astronome et ingénieur pluridisciplinaire britannique, fut un des premiers à étudier la magnétosphère. Pour expliquer les anomalies du champ terrestre, il émet l'idée en 1692 que la Terre est creuse. Elle serait composée d'une atmosphère lumineuse qui produirait les aurores polaires en s'échappant des pôles ouverts. Ces travaux seront repris en 1818 par le capitaine de guerre américain John Cleve Symmes, qui consacra une grande partie de sa vie et de sa fortune à ce sujet. Il soutient qu'en raison de la force centrifuge de la rotation de la Terre, celle-ci serait aplatie au niveau des pôles. La courbure des bords serait alors suffisamment progressive pour qu'il soit possible d'entrer dans les terres intérieures sans réellement en être conscient. L'intérieur de Gaïa, notre planète, serait composé d'un soleil magnétique relié à Hélios, notre soleil. Pour Nassim Haramein, physicien suisse, le macrocosme est à l'image du microcosme. Autrement dit, le centre de notre galaxie, de notre étoile, de chaque planète et de chacun de nos atomes serait composé en son centre d'un trou noir. Ces vortex nous relieraient ainsi les uns aux autres. Cette théorie résoudrait notamment le mystère de la couronne solaire qui agite la communauté scientifique. En effet, les astrophysiciens ont été surpris de constater que la température de la surface de notre étoile était bien inférieure à la température de l'atmosphère solaire constituant sa couronne. Pour eux, il s'agit d'une incohérence du point de vue de la thermodynamique, puisque la chaleur passe spontanément d'un corps chaud à un corps froid, mais jamais l'inverse. À titre de comparaison, c'est un peu comme si on découvrait que l'on peut faire bouillir de l'eau dans une casserole avec un pack de glace. De même, l'ingénieur et auteur américain Godfrey Reiking, des livres intitulés Les mystères dévoilés et la présence magique, publiés en 1934 et 1935, déclarait que le Soleil n'est pas incandescent comme le pensent les chercheurs. En effet, selon les enseignements de Maître Saint-Germain, dont l'auteur se veut être le messager, ce n'est que lorsque les courants d'énergie du Soleil pénètrent l'atmosphère de notre planète, ou cercle éthérique de la Terre, qu'ils dégagent de la chaleur. L'atmosphère qui entoure notre sphère est un champ de force, produit par les rayons magnétiques émis par le centre de notre Terre. Et lorsque les rayons d'énergie du Soleil touchent ce champ de force, ils se transforment et produisent alors de la chaleur et de la lumière solaire.
Il affirme également que les scientifiques n'ont qu'une vision partielle de la réalité concernant le centre de notre Terre, car ils ne perçoivent pas les champs vibratoires qui la composent. Pour lui, si à l'intérieur de la croûte terrestre et jusqu'à une certaine profondeur, l'élément feu est en action, il ne constitue pas pour autant le centre de notre Terre, qui est habité par des êtres non densifiés, hautement conscients, qui au travers de nombreux cycles d'évolution et d'efforts personnels, ont su contrôler et maîtriser certaines forces, avec lesquelles ils œuvrent aujourd'hui pour l'accomplissement du plan divin et le développement de notre planète. Nous pouvons observer leur présence notamment à travers la formation de pieds de lumière, visibles un peu partout dans le monde ces dernières années. Ainsi, l'humanité est liée au champ énergétique de notre planète Gaïa, qui est alimentée par l'énergie solaire d'Hélios, elle-même soutenue par le grand soleil central Alcyone, situé au centre de notre galaxie. Ces corps célestes travaillent en symbiose pour la réalisation du dessein divin. Dès lors, plus la fréquence du centre de notre Terre augmente, plus son rayonnement s'intensifie. Cette mutation vers une octave supérieure la rend alors plus perméable aux rayons cosmiques, puisque son bouclier terrestre s'affaiblit. Mais quelles seront les conséquences humaines et terrestres de cette transformation en cours ? La plus grande tempête solaire enregistrée à ce jour date de 1859. Elle a été baptisée l'événement de Carrington, du nom de l'astronome britannique Richard Carrington, qui fut le premier à faire le lien entre l'activité solaire et les perturbations géomagnétiques sur Terre. Durant cet épisode, des aurores polaires ont été observées jusqu'à Cuba et Honolulu, et des aurores australes jusqu'à Santiago du Chili. Les perturbations géomagnétiques furent si intenses que les opérateurs américains de l'époque étaient dans l'impossibilité d'utiliser leur équipement car ils produisaient trop d'étincelles. Aujourd'hui, un tel événement impacterait toutes nos infrastructures de haute technologie, comme les satellites, la radio, les GPS, Internet, mais aussi tout notre réseau électrique, car les particules solaires pourraient causer de nombreuses surtensions, et donc des blackouts. Toutefois, de nombreux satellites d'observation détectent désormais ces éruptions quelques heures avant qu'elles ne frappent la Terre, ce qui nous laisse une petite marge de manœuvre pour prendre les décisions qui s'imposent. En ce début d'année 2023, l'activité de notre Soleil et du centre de notre Terre est très intense. De nombreuses tempêtes solaires de classe X, l'échelle la plus forte, ont été enregistrées. Et des aurores boréales ont même été observées jusque dans le nord de la France, le 26 et 27 février dernier. Ces transformations terrestres et cosmologiques ont également un impact au niveau de la croûte terrestre. En effet, 2 études récentes suggèrent que les particules du vent solaire peuvent avoir un effet sur l'intensité des tremblements de terre. Car comme la magnétosphère est affectée par ces derniers, cela entraîne une augmentation de la pression au niveau de la croûte terrestre. Ainsi, notre Terre à l'image du cosmos se restructure. Notre climat et le rythme de nos saisons vont donc poursuivre leur transformation. Des phénomènes d'assèchement ou de baisse du niveau de l'eau vont se produire à certains endroits, comme ce fut le cas ces dernières semaines dans la mer Méditerranée, afin de nous dévoiler les trésors encore cachés. Alors qu'à contrario, dans d'autres zones, nous risquons d'assister à une montée des eaux. S'il existe une corrélation entre les mouvements internes de notre planète et du Soleil, il y a donc également une interdépendance entre la résonance de notre sphère et notre résonance individuelle. Ainsi, la résonance de Schumann donnée en l'honneur de Winfried Otto Schumann, physicien allemand qui a prédit pour la première fois son existence en 1957, correspond à la fréquence du champ magnétique terrestre, autrement dit, à la pulsation de la Terre. En effet, dans l'ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère terrestre comprise entre environ 60 et 1000 km d'altitude, se produit de nombreuses décharges électriques qui créent des ondes de basse fréquence donnant naissance à la fréquence de Schumann. Celle-ci mesure donc la vitesse de lumière qui arrive sur Terre sous forme de fréquence électromagnétique, soit le nombre de cycles d'ondes qui se produit par seconde. Par exemple, 1 Hz signifie 1 cycle par seconde. Dans les années 60, les premières mesures réalisées estiment que la fréquence moyenne de Schumann correspond à 7,83 Hz, un rythme très proche des ondes alpha qui circulent dans notre cerveau en état de veille ou de relaxation. C'est dans cet état de profonde méditation que se mettent notamment les guérisseurs lorsqu'ils effectuent leurs soins énergétiques. En effet, selon Thierry Jensen, psychothérapeute et anciennement chirurgien urologue, lorsque l'on est dans cet état de profonde relaxation, une zone du cerveau située au niveau du thalamus, appelée le pacemaker cérébral, se met au repos, permettant aussi aux magnétorécepteurs des cellules qui contiennent également des cristaux de magnétite
de commencer à prendre le relais de ce pacemaker cérébral, en se mettant à vibrer en phase avec la fréquence dite de Schumann. C'est ce qui favoriserait alors l'émergence d'une énergie bénéfique et réparatrice. Ainsi, la magnétite que l'on retrouve dans le cerveau humain et dans l'ensemble du corps physique agit comme un anti-inflammatoire, un équilibre des hormones et des hémisphères droit et gauche. Elle sert de conduit pour la pensée analytique et la conscience spirituelle. Une très grande variété d'espèces animales telles que les chauves-souris, les oiseaux migrateurs, les cétacés, les tortues ou les insectes en sont également dotés. Cette particule de magnétite agit comme une boussole interne afin qu'il puisse s'orienter à l'aide du champ magnétique terrestre. Or, depuis les années 80, la fréquence dite de Schumann ne cesse de croître pour atteindre actuellement une moyenne de 15 Hz, qui correspond aux ondes bêta émises par notre cerveau lors d'activités courantes, voire intenses de la journée. Elles sont également associées à des états d'alerte, de stress et d'anxiété. Cette élévation a, selon Luc Baudin, ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en soins énergétiques, des répercussions sur les plans physiques et psychiques des êtres humains. Nos cellules étant de minuscules piles électriques, elles peuvent être facilement influencées par un changement de fréquence de l'environnement. De même, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour sa découverte du VIH et connu pour ses recherches sur la mémoire de l'eau, avait également émis l'hypothèse que cette fréquence pouvait jouer un rôle clé dans la transformation et la réplication de l'ADN. Le vivant ne serait pas seulement régi par des réactions chimiques, mais aussi par des signaux électromagnétiques porteurs d'informations. En effet, le professeur démontre dans ses travaux que les séquences ADN communiquent entre elles dans l'eau, en émettant des ondes électromagnétiques de basse fréquence, que l'on peut reproduire en laboratoire pour transformer ou répliquer une séquence ADN. Par conséquent, les tempêtes solaires, tout comme les bouleversements du champ magnétique terrestre, peuvent affecter non seulement notre perception du temps, mais aussi notre état de santé et émotionnel. Cela peut se manifester par une instabilité physique ou psychique, un besoin de changer d'alimentation, une baisse d'énergie et un affaiblissement général ou une perte de repères. Ceci peut être une des causes de l'augmentation du nombre de cétacés qui s'échouent sur nos côtes ces dernières années, d'où la nécessité de se relier à la nature, de s'ancrer régulièrement et de bien s'hydrater en conscience, afin que le corps physique s'accorde avec la résonance de la planète pour retrouver son équilibre.